Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Écoutez bien ceci, manger les riches, c'est faire ripaille de leurs privilèges, s'attaquer à la maladie plutôt qu'aux symptômes, trouver la recette d'un monde plus juste pour tout le monde. Et en plus, c'est zéro déchet. Nora Boisouni est l'invitée de LCR ce soir. Se nourrir est un acte essentiel afin d'apporter à notre corps les aliments dont il a besoin pour bien fonctionner. Mais attention, il ne s'agit pas de remplir notre estomac avec n'importe quoi. Bien manger revient à faire le choix d'une alimentation variée, équilibrée et en quantité adaptée, afin de maintenir notre organisme en bonne santé et diminuer ainsi le risque de maladies graves. Mais en pratique, on fait comment ? Pour adopter une alimentation équilibrée, il faut miser sur les aliments sains, c'est-à-dire les fruits et légumes que l'on peut manger sous toutes leurs formes en quantité importante à chaque repas, les féculents à cuisiner le plus sainement possible sans trop de matière grasse, les protéines animales mais en choisissant les moins grasses, les produits laitiers et l'eau à boire sans modération. À l'opposé, certaines pratiques alimentaires sont à éviter, comme manger trop gras, trop sucré, trop salé, et consommer de l'alcool en excès et des boissons énergisantes inutiles et dangereuses. Manger doit rester avant tout un moment agréable et convivial. L'équilibre alimentaire se construit sur plusieurs jours. Il est donc possible de se faire plaisir en rattrapant les écarts éventuels au repas suivant. En un mot, il n'existe pas de recette miracle pour bien manger. Tout est une question de choix et de quantité. Construire un bon équilibre alimentaire, combiné à une activité physique régulière, offre toutes les chances de vieillir en bonne santé. Les professionnels de santé sont à vos côtés pour vous conseiller. Voilà, manger, bouger, bon, c'est sympa comme dessin, je vous ai vu faire un peu la tête pendant ce petit clip. Ouais. Oui, rien que le début de ce clip, manger équilibré revient à choisir, et on peut s'arrêter là. Ouais. Qui peut choisir ? Ouais. C'est un luxe de choisir. Quand on a l'argent, c'est facile. C'est facile. Dire. C'est un petit peu un des objets de ce troisième livre, Manger les riches. Vous êtes journaliste indépendante, écrivaine, traductrice. Alors, vos sujets sont les questions de genre, les séries aussi, on en parlera en fin d'émission. Et puis, l'alimentation. Vous avez mangé quoi ce midi, d'ailleurs ? J'ai mangé des asperges cette saison, avec une mayonnaise aux herbes. J'ai mangé aussi des panais au miel et j'ai mangé des œufs mimosa. C'est pas mal. Vous avez trouvé tout ça à Bruxelles ? Eh oui, à Mondobé. Ah ouais, d'accord, on va pas faire trop de pub, mais d'accord. Troisième bouquin, je le disais, chez Nourriture Fu, après féminisme et stexisme. Stexisme, ça parlait déjà des barbecues qui sont plutôt l'apanage des hommes. De genre, pourquoi les femmes et hommes mangent différemment. Exactement. Mais c'était déjà la bouffe. Pourquoi la bouffe d'ailleurs ? Pourquoi ça vous intéresse tant ? Parce que moi j'habite en France, j'ai grandi en France, et en France on parle tout le temps de nourriture, mais on parle beaucoup de gastronomie dans les médias. Et on parle très peu d'alimentation. On en parle aussi entre nous. On parle des chefs, des grands chefs. On parle tout le temps des chefs, on fait des portraits de chefs, on parle de top chefs, on parle des étoiles Michelin, etc. Et on ne parle pas assez de l'alimentation au quotidien. C'est-à-dire que médiatiquement, dans les médias mainstream, on va beaucoup mettre en valeur des privilèges, donc des restaurants par exemple, ou des choses qui coûtent assez cher. On va parler un peu de consommation. On dit le mot consommation, qui est quand même très large comme mot. Ouais. Qui englobe plein de trucs, ça peut être les produits d'hygiène aussi, la consommation. Bien sûr. On va inviter des patrons de la grande distribution, des grands chefs qui vont nous dire que bien manger ça coûte pas cher, c'est facile. Mais l'alimentation au quotidien, le système alimentaire, on en parle relativement peu. Pourquoi ? Parce que c'est tabou ? Parce que c'est pas intéressant ? Enfin, Alors c'est hyper intéressant. Moi j'écris sur l'alimentation parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire, qu'on ait des privilèges ou pas, qu'on ait le choix justement ou pas de s'alimenter comme on voudrait le faire. Mais je crois qu'il y a une forme de tabou, oui, en France en tout cas. Ouais. Il y a un tabou parce que la France est la patrie de la gastronomie, des restaurants, donc ce serait un peu vulgaire de donner les chiffres. Ouais.
Quel chiffre? Plusieurs millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire en France. Quel chiffre? La moitié des Françaises et Français, là, cette année, ne peuvent pas se payer des fruits et légumes tous les jours. Un Français sur 3 se prive d'un repas par jour, et c'est des chiffres faute de moyens. Et c'est des chiffres qui montent parce que vous évoquez l'inflation. Des fruits et légumes notamment, je crois que c'est plus de 40% en très peu de temps, 20 ans. Oui, c'est les produits qui ont le plus pris en inflation en 20 ans. C'est terrible. Alors que c'est ceux dont on nous dit qu'il faut vraiment les consommer à volonté et que pour avoir une bonne santé, etc. Donc il y a ce tabou, mais il y a aussi quelque chose qui est plus grand. C'est-à-dire qu'en ne parlant pas d'alimentation, on s'empêche de dire à qui la faute. On s'empêche de pointer les responsables. Et on montre plutôt les responsables, ceux qui consomment de la malbouffe. On culpabilise les consommateurs et les consommatrices au lieu de pointer du doigt ceux qui donnent accès à cette malbouffe, celles et ceux qui auraient le pouvoir politique et économique de rendre plus accessible au plus grand nombre de la nourriture saine, équilibrée et qui fait du bien à tout le monde. Je pense aussi aux producteurs, aux agricultrices, etc. Le suicide est la cause principale de mortalité. On n'en parle pas très bien, on n'en parle pas assez. La grande distribution, elle n'est pas mise devant sa responsabilité qui est quoi? C'est elle qui fixe les prix. La grande distribution, les producteurs aussi, parce que tout le monde s'arrange en fait là-dedans. En tout cas, tous les riches, entre guillemets, s'arrangent là-dedans. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte et ce que je voulais décortiquer, c'est montrer le système alimentaire. Donc je pars de l'inflation pour comprendre comment on structure les prix. Qui est très flou, ça reste très flou. On a du mal à comprendre. C'est fait exprès. On n'a pas envie de nous dire comment ça fonctionne, ça reste très opaque. Ce qui reste opaque, c'est aussi la concentration de quelques multinationales qui, en fait, de la terre, littéralement, au supermarché et donc à l'assiette, contrôlent tout. Contrôlent les semences, contrôlent les produits phytosanitaires, contrôlent les stocks, contrôlent les transports, contrôlent le marché boursier. C'est pas être complotiste que de le dire, tout dans le bouquin. Moi, j'ai pas été chercher des papiers qui sont pas sortis. Vous êtes tout journaliste, est trouvable. vous avez enquêté. L'information, elle est trouvable. Moi, j'ai voulu la collecter dans un livre. Et il y a très peu, c'est ça qui est étonnant aussi, que j'ai découvert chez vous, en lisant le livre, il y a très peu de producteurs, en fait, il y a très peu de marques, on peut en citer, Nestlé, ils sont très peu, Volvic, etc. Mais... C'est les multinationales, en fait, qui appartiennent à des grands groupes, Nestlé, Danone, Unilever, etc. Et qui, en fait, on le voit, nous, notre panier coûte de plus en plus cher, notre pouvoir d'achat, il est en baisse, les salaires en France ne sont pas indexés sur l'inflation, contrairement en Belgique, il me semble qu'il y a une corrélation inflation-salaire. On n'est pas beaucoup mieux logé. Oui, mais en tout cas, il y a peut-être ça. Nous, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, on voit que nous, on galère de plus en plus à s'alimenter, à choisir ce qu'on a envie de manger. En revanche, les marges et les actionnaires et les dividendes se gavent. De plus en plus. L'inflation a fait des riches, a fait des milliardaires. Et alors, il y a autre chose aussi que vous soulignez subtilement, je trouve, c'est la culpabilité. On l'a vu un petit peu dans le clip. D'ailleurs, il y a une phrase qui vous énerve, c'est « ça ne coûte pas cher de bien manger ». C'est quelque chose qu'on entend souvent. Partout, j'en peux plus. Je veux plus jamais entendre cette phrase. Surtout prononcée par des gens qui n'ont jamais eu le souci des fins de mois difficiles. Quand vous avez un chef étoilé qui vient raconter au JT ou dans une émission de télé. Dans plein d'émissions. Dans plein d'émissions, radio-télé ou dans des livres, de nous dire à nous, pauvres pauvres plebs, qui sommes sûrement stupides, qui ne savons pas qu'un paquet de carottes c'est meilleur pour la santé que des chips, qui viennent nous dire c'est pas cher, on oublie plein de choses. Ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question de matériel. Tout le monde n'a pas une cuisine. En hôtel social, on n'a pas ce qu'il faut pour faire à manger. Matériel, plaques, facture d'électricité. Quand on nous dit faire un curry végétarien, ça ne demande pas beaucoup de maîtrise, de connaissances, puis c'est pas très difficile. Combien de temps ça cuit? Qui a les moyens aujourd'hui de laisser son four ou ses plaques, c'est tant est qu'on en est déjà, allumées pendant 45 minutes? Qui a le matériel, qui a les connaissances et qui peut aller acheter ça? Qui sait comment on les cuisine? Quand on cumule 2 boulots, qu'on travaille la nuit, qu'on a des enfants en bas âge, qu'on est monoparental, c'est pas facile de bien manger. Et c'est aussi une question d'accessibilité, de validité. On peut avoir des handicaps, des maladies, etc. Donc non, ça n'est pas qu'une question d'argent et donc de choix. Et même de ne pas comprendre les choses. Vous expliquez à un moment donné les cartes de restaurant. Il y a des mots que tout le monde ne peut pas comprendre. Enfin, des noms de graines quasi inconnus, etc. Et donc il y a une espèce de malaise aussi par rapport à ça. Alors pour les gens qui ont le privilège d'aller au restaurant, effectivement, il y a une sorte de filtre qui est presque fait justement à l'entrée. Moi, si je vais devant un restaurant et que je vois la carte qui est affichée sur le mur et que je ne comprends pas la moitié, effectivement, des intitulés de plats, mais je n'entrerai pas. J'aurais honte presque. Des gens me disent « Oui, mais il n'y a pas d'honte à demander ». Mais je ne dis pas qu'en fait, on a raison d'avoir honte. Mais c'est fait pour aussi, dans le sens où on écrème les gens. Quand vous avez une carte des vins, vous y connaissez rien, vous vous dites « En plus, je suis en France, je suis censé connaître un peu ». C'est ce qu'on appelle le capital culinaire. C'est une forme de capital culturel, comme on a le capital économique, etc.
Et il y a des gens qui ont un capital culinaire. Ça ne veut pas dire que c'est des bourgeois ou des riches. On peut avoir grandi une famille de vignerons, vigneronnes, donc on va connaître le vin parce que c'est notre héritage, notre tradition, notre famille. En revanche, c'est des choses qui peuvent s'acquérir aussi et qui sont valorisées et valorisantes. Un capital culinaire, ça peut aussi être connaître par cœur la carte d'un fast-food. Mais ça, c'est pas valorisant ni valorisé. Non. Alors, si vous connaissez tous les burgers, ça n'a voilà, aucun... et leur prix, et ce qu'il y a dedans, etc., c'est pas valorisant. Alors que les burgers d'un smash burger dans le Marais à Paris, ça, c'est valorisant. Vous parlez aussi, vous évoquez les fameuses émeutes, je ne sais pas si on l'a capté en Belgique, mais les émeutes du Nutella, hein, les fameuses émeutes du Nutella, à un moment donné, et c'était très stigmatisé par les médias. Enfin, ces gens, on disait, regardez les pauvres qui courent acheter du Nutella. Oui, en fait, il y a un stigma. Il y a l'idée que les personnes précaires, les personnes pauvres sont bêtes. Ouais. Il y a une présomption d'imbécilité, d'ignorance et d'incapacité à savoir gérer un budget. Quand on voit des ministres ou des députés qui touchent des milliers, dizaines de milliers d'euros et qui d'ailleurs leurs repas sont près du contribuable, hein, disons-le quand même, qui viennent dire « moi, si j'avais un RSA, je ferais autrement », alors moi, je voudrais bien vous y voir avec votre RSA. Comment vous feriez avec 4 enfants à charge ? Bon courage. Et donc, sur les émeutes du Nutella, effectivement, c'était un supermarché en France qui avait fait une promotion vraiment avec un prix dérisoire. Qui, entre parenthèses, savaient très bien ce qu'ils faisaient, hein, le supermarché. Complètement, qui instrumentalise ça aussi. Le Nutella, c'est quoi ? C'est un aliment plaisir. Effectivement, tout le monde mange du Nutella. C'est-à-dire que c'est pas une catégorie sociale qui en mange. Des gosses de riches mangent du Nutella, des ministres mangent du Nutella. Bon, et les enfants de pauvres aussi. Mais c'est stigmatisant quand c'est des pauvres qui en mangent, quand c'est des pauvres qui vont se battre, entre guillemets, pour avoir le dernier pot de Nutella qui coûte pas cher. Pourquoi ? Quand on est précaire, on n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie. On a moins les moyens de partir en vacances, de faire des sorties, de payer des choses à ses enfants. Dire non à ses enfants quand on est parent, c'est extrêmement violent. Pouvoir leur dire oui pour leur acheter une barre chocolatée à 1 €, leur dire oui pour des bonbons, leur dire oui pour un fast-food de temps en temps, c'est une manière de leur faire plaisir, puisqu'on ne peut pas autrement culturellement par exemple, le faire. Et donc stigmatiser des pratiques, c'est ce dont je parle dans le bouquin. Certaines pratiques sont stigmatisantes quand on est une classe sociale inférieure, mais ne le sont plus quand on vient des couches sociales supérieures. Quand on vient des couches sociales supérieures et qu'on va au McDo, c'est presque... il va au McDo juste une fois. C'est un petit écart. C'est mignon. C'est un excès, c'est un peu plaisir coupable. Alors que quand on a quelqu'un de pauvre qui y va, on dit mais il sait pas manger, la santé dans tout ça. Ça s'appelle Manger les riches. C'est passionnant. Il nous reste très peu de temps malheureusement pour votre coup de cœur, mais je voudrais que vous puissiez le placer quand même. C'est une série, parce que vous adorez les séries aussi. Très très mais rapidement. Là, vous insistez, Samuel, S-A-M-U-E-L, d'Émilie Tronche, sur Arte, sur toutes les plateformes d'Arte, série d'animation, 4 minutes, 20 et quelques épisodes, je crois. C'est un petit garçon de 10 ans qui écrit son journal intime. C'est savoureux, c'est drôle, c'est touchant. C'est ma série, c'est mon coup de cœur de l'année. Allez voir Samuel. Merci Nora. On ira voir, on vous croit. Manger les riches, c'est chez... Nourriture Fu. Nourriture Fu. C'est dans toutes les bonnes librairies. Et puis ce soir, si vous nous regardez là un petit peu avant 19h, vous serez en conférence, on peut dire ça, plus ou moins. Table ronde, la lutte des classes passe par l'assiette, l'alimentation et la lutte des classes. Au Festival Nourrir Bruxelles, dont je suis fière d'être la marraine. Festival Nourrir Bruxelles, et c'est à l'espace social téléservice, c'est aux Arts et Métiers. Juste en face, vous voyez l'école, les Arts et Métiers, parce que c'est juste en face, vous traversez. Faites attention au tram en traversant. Nora, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.